bonjour à toutes et tous et merci d'être ici aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur les secteurs et les métiers. Série de webinaires initiée par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation et de l'emploi et de la formation en Bourgogne-Franche-Comté, pardon. Nous vous proposons aujourd'hui un webinaire qui est une rencontre autour des métiers de l'ESS. Nous remercions nos intervenantes de ce jour, Madame Delphine Lambert, directrice du pôle d'économie sociale et solidaire 21, et Madame Clémence Moreau, chargée de mission DLA, la fabrique de l'emploi et territoire dans le 58. Pendant cette demi-heure, on va découvrir ensemble ce qu'est l'ESS, ce secteur qui recouvre plein de secteurs et ses valeurs, et vous présenter un panorama. Et en fin de webinaire, nous aurons évidemment un temps pour répondre à vos questions et réponses. Non, à vos questions, et nos intervenantes vous donneront des réponses. Ce à quoi, si vous posez des questions, merci de vous présenter dans le chat en nous disant de quelle structure vous venez, si c'est possible, s'il vous plaît. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Clémence. Merci beaucoup, Caroline. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Clémence Moreau, comme l'a dit Caroline. Je travaille pour le DLA, le dispositif local d'accompagnement qui accompagne les structures de l'économie sociale et solidaire. Et comme l'a dit Caroline, je suis basée dans la Nièvre, à Nevers. Voilà. Alors, pour commencer, en fait, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de parler du commencement. Donc, l'économie sociale et solidaire, ça date pas d'hier. En fait, elle a plus de 200 ans. Il serait même possible d'aller chercher des formes dès l'Antiquité. Élever la condition du peuple, c'est ainsi que Charles Gide définit l'ambition de l'économie sociale, terme dont il est à l'origine. Elle se forme d'abord dans les milieux artisanaux urbains, coutumiers des solidarités corporatives, avant de s'étendre au prolétariat dans le dernier tiers du XIXe siècle. Historiquement, les initiatives de l'ESS visent à répondre à des besoins sociaux que la collectivité ne prend pas en charge et permet de faire face à un quotidien difficile pour les travailleurs. Le développement de ces mécanismes de solidarité n'a pas toujours plu aux institutions. Leur développement va jusqu'à rencontrer la répression de l'État, notamment durant la période révolutionnaire. C'est ainsi que naissent les statuts des coopératives et des mutuelles à la fin du XIXe siècle, puis des associations en 1901. Pendant longtemps, l'économie sociale désigne l'ensemble de ces trois familles, donc associations, coopératives et mutuelles, qui sont particulièrement actives dans la protection sociale, l'assurance, les banques, l'action sociale, l'éducation populaire, le sport, la culture, l'agriculture. Au cours du XXe siècle, elle bénéficiera d'une reconnaissance progressive, notamment via les formes économiques qu'elle porte. La loi Waldeck-Rousseau du 1er juillet 1901 institue les associations ou encore la loi de 1947 sur les coopératives en sont des illustrations. L'économie sociale est alors définie par deux grands principes, la gouvernance partagée et le partage de la valeur. Dans les années 80, l'économie solidaire naît et interroge la finalité même de l'entreprise et sa responsabilité face aux crises sociétales et économiques auxquelles nous faisons face. C'est en 1981 que pour la première fois, un ministre de l'économie sociale est nommé. Enfin, la loi Hamon, adoptée en juillet 2014, reconnaît officiellement l'ESS comme un ensemble réunissant l'économie sociale et l'économie solidaire, ainsi que l'entrepreneuriat social. Cette loi permet ainsi une première définition et organise la représentation nationale et régionale de l'ESS. Au niveau des valeurs de l'ESS, si on peut résumer, c'est mettre l'homme au cœur de l'économie, avec des entreprises qui ont un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices. Alors, juste petit rappel sur qui sont aujourd'hui les entreprises de l'ESS, qui sont en fait définies dans le cadre de cette fameuse loi, la loi Hamon de 2014. Donc, il y a les statuts dits classiques de l'économie sociale, coopérative, association, mutuelle, fondation. Dans les coopératives, il y a donc les SCOP, sociétés coopératives et participatives, mais aussi les SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif, pardon, et les CAE, coopératives d'activité et d'emploi. Mais il y a aussi depuis 2015 des sociétés commerciales de l'ESS qui cherchent à concilier société commerciale et utilité sociale.
passe maintenant la parole à Delphine sur un panorama en fait de l'ESS en Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à toutes et tous, donc Delphine Lambert, directrice du pôle d'économie solidaire de Côte d'Or. Je vais vous présenter quelques éléments un peu statistiques aussi pour vous positionner l'ESS dans notre région Bourgogne-Franche-Comté. Toutes ces statistiques sont issues de l'Observatoire de la CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc, comme l'a expliqué Clémence, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas un secteur, c'est un mode d'entreprendre et de développement économique qui aujourd'hui est défini par la loi de juillet 2014. Elle est donc présente dans n'importe quel secteur d'activité. Ce qu'il a défini aujourd'hui, ce sont trois grands principes, trois grands piliers. C'est à la fois la lucrativité limitée, ce qui veut dire que toute structure de l'ESS peut bien évidemment faire des bénéfices, faire des excédents à chaque fin d'exercice, mais ils sont majoritairement redéployés dans la structure. Ce n'est pas un partage des richesses, un partage de dividendes. Le deuxième pilier, c'est la finalité sociétale, c'est-à-dire que le but est autre que le partage de bénéfices, comme on vient de vous le dire. Donc, la structure a un objet social qui est pour le bien-être de la société, le bien-être de l'environnement, l'épanouissement des personnes, notamment des publics fragiles et précaires, ou encore le sport et l'accès à la culture pour tous. Le troisième et dernier pilier est la forme de gouvernance qui, dans les structures de l'ESS, se veut démocratique. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule personne qui va prendre les décisions pour tout le monde, c'est vraiment les membres de la structure, les salariés qui y travaillent, les associés qui ont participé au développement de la structure et l'ensemble des parties prenantes qui pèsent sur l'ensemble des décisions qui vont être prises par la structure. Donc, comme on vous le disait, c'est remettre l'humain au cœur des structures et présent dans l'ensemble des secteurs qu'on va vous présenter, mais surtout des secteurs qui sont forcément un peu moins lucratifs que d'autres. Donc aujourd'hui, l'ESS, qu'est-ce que ça représente en Bourgogne-Franche-Comté? Donc ces documents sont issus du panorama de l'ESS que publie chaque année la CRES Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, on est sur les chiffres de 2023. Donc aujourd'hui, en termes d'emploi, ça pèse 12,1% de l'ensemble de l'économie de Bourgogne-Franche-Comté. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus, ça pèse pas rien du tout. C'est une grande partie en fait des structures employeuses de notre territoire. Ça représente un peu plus de 114 000 salariés et en équivalent temps plein, c'est-à-dire en 35 heures par personne, ça présente un petit peu plus de 88 000 ETP. Ça fait dans notre région 9 305 établissements qui sont employeurs et aujourd'hui, ça pèse sur l'économie 2,8 milliards de rémunération. Donc, c'est juste pour vous dire que souvent, l'ESS peut être le petit pauvre de l'économie, mais aujourd'hui, dans notre région, il pèse quand même une partie importante de l'économie et des richesses. Donc, du coup, juste pour vous remettre avec d'autres, un peu en perspective, du coup, avec les autres secteurs, le secteur public et le secteur privé hors économie sociale et solidaire. Donc, vous pouvez voir qu'en termes d'établissement, voilà, ça représente 10%, d'emploi, comme on vient de vous le dire, 12%, et en équivalent temps plein, 11%. Ça veut dire aussi que dans l'ESS, il y a une plus forte proportion de temps partiel, qui sont des temps partiels pas subis, hein, comme dans d'autres secteurs. C'est plutôt un choix qui est porté par les salariés. Et puis, c'est un secteur, comme vous devez le savoir, qui a forcément un peu moins de moyens que le privé lucratif et donc peut avoir un peu moins d'emplois. Et ce qu'on peut voir par rapport aux établissements, du coup, on pèse beaucoup moins d'établissements que le privé hors ESS. Ça veut dire que vu qu'il y a plus d'emplois, la taille des établissements est supérieure à celle du secteur privé lucratif. Donc, Clémence vous a présenté les différentes formes, les différents statuts juridiques de l'économie sociale et solidaire. Donc, vous pouvez voir ce que ça pèse aujourd'hui en BFC. Donc, vous voyez que la plupart, c'est vraiment les trois quarts, ce sont des associations qui sont régies par la loi 1901. Ensuite viennent les coopératives, donc SCOP, SIC, CAE, à près de 16%, les mutuelles pour près de 8% et les fondations pour à peine plus de 2%. Si on regarde par rapport au national, on est à peu près
dans les mêmes proportions. Juste, il y a un peu plus de mutuelles en BFC parce qu'on est aussi un territoire très, historiquement, qui a toujours été très mutualiste, très fédérateur, comme on est le territoire où sont nées les fruitières qu'on peut voir dans le Jura, par exemple, pour le comté, dès la fin des années 1800. Donc, si on vient un petit peu plus dans les secteurs, comme on vous disait, vous pouvez entreprendre sous le format de l'ESS dans n'importe quel secteur. On peut voir que ce qui est majoritaire en région, ce sont les activités financières et d'assurance, c'est-à-dire les mutuelles, comme on vous disait, il y a beaucoup de mutuelles en BFC, et les banques coopératives. Aujourd'hui, on a des banques qui sont sous format coopératif, comme la Caisse d'épargne, du coup CEBFC avec la Banque Populaire, le crédit coopératif, bien évidemment, crédit mutuel, où les banques en fait appartiennent à leurs sociétaires. L'autre secteur qui est le plus important, ce sont les secteurs de l'action sociale. Donc ça va être l'aide à domicile, le travail adapté pour les personnes en situation de handicap et l'insertion par l'activité économique. Et enfin, le secteur sportif. Et on peut voir, notamment parce que j'ai regardé un petit peu par rapport aux années d'avant, qu'aujourd'hui, le SS n'est plus majoritaire dans certains secteurs, comme l'hébergement dans le médico-social. Donc, ça va être toutes les structures qui ont de l'hébergement, donc des CHRS, mais aussi des EHPAD, euh, des maisons de seniors. Et dans les activités culturelles, pardon, où on est à 50-50 entre les structures de l'ESS, donc principalement associatives, mais aussi les structures de l'économie classique. Donc là, on retrouve un peu plus de 88 000 postes dans les différents secteurs que vous pouvez voir. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi de l'ESS dans l'agriculture, même dans l'industrie. Pas mal de structures industrielles ont été reprises par leurs salariés en scope. Dans tout ce qui est activité de conseil, de consulting, de soutien aux entreprises, mais aussi voilà, dans le sport, l'art des spectacles et l'enseignement, notamment aussi des écoles alternatives ou des écoles de musique. Donc là, on est plutôt sur la note de conjoncture, donc qui est aussi produite par la CRES Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec les données de l'URSSAF. Donc on est toujours sur les données de l'année 2023 et là on peut voir une évolution. Donc en termes de postes, on peut voir que l'ESS finalement, après une grosse période difficile en 2016, surtout 2017 et 2018, a bien quand même réussi à redresser la barre. Donc on peut voir qu'en 2020, la crise Covid est passée par là, hein, donc il y a eu beaucoup de suppression de postes, ou en tout cas de postes non travaillés avec les aides de l'État. Par contre, on peut voir qu'en 2021, l'ESS dans la région s'en sort presque aussi bien que le secteur privé lucratif et continue de porter des emplois en 2022 et en 2023, malgré l'impact de la crise Covid qui dure quand même plus longtemps que prévu, notamment sur l'ensemble des secteurs qui accueillent du public, comme la culture, le sport, le loisir, l'hébergement. Et même en 2023, le secteur de l'ESS s'en sort beaucoup mieux que le secteur privé lucratif dans notre région. Et donc là, c'est en termes de masse salariale, et non pas de poste, c'est-à-dire l'importance de la masse salariale dans les structures. Là, on peut voir que l'ESS a pu mieux s'en sortir pendant la crise Covid. Donc, je pense quand même vraiment, notamment grâce aux aides de l'État et de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui ont pu mobiliser pour essayer de sauvegarder ces emplois. Et l'ESS est devant le secteur privé lucratif en 2022 et 2023. Donc voilà, après ces petits graphiques, ce qu'il faut un petit peu retenir, c'est surtout que depuis 2022, l'URSSAF prend en compte aussi le secteur de l'apprentissage dans la masse salariale et dans le calcul des effectifs salariés. Et du coup, c'est ça qui permet aussi d'afficher une croissance positive des emplois de l'ESS en BFC en 22 et 23, parce que c'est un secteur qui a recours beaucoup à l'apprentissage.
pour aussi former, parce que c'est dans ces valeurs de former les jeunes de demain et de leur apporter tout ce qu'ils peuvent dans leur montée en compétences. Et comme je vous le disais, donc la masse salariale de l'ESS augmente de manière assez significative en 22, plus 6%, et en 23, plus 4,4%. Ce phénomène, du coup, on ne vous l'a pas montré là, mais aussi partagé dans l'ensemble de la France. C'est-à-dire que la masse salariale depuis 2022, dans le secteur de l'économie, enfin, dans les secteurs de l'économie solidaire, augmente, notamment en 2023. Voilà, on a passé la partie un peu panorama, historique et panorama. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On prendra le temps entre 55 et midi pour y répondre. Et on va laisser la parole à Caroline qui va nous présenter les témoins. Donc, Paul et Juliette qui ont bien voulu répondre à notre invitation. D'ailleurs, merci à Clémence et Delphine d'avoir sollicité Paul et Juliette. Donc, sont-ils là? Ont-ils mis leur caméra et leur micro? Oui, moi je suis Oui. là. Également. Est-ce qu'on pourrait peut-être départager, s'il vous plaît? Merci. Je vais peut-être commencer par Paul, si ça vous va. Donc Paul, est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter? Qui êtes-vous et quel est votre parcours professionnel? Mhm. Et puis j'enchaîne direct sur pourquoi je me suis investi dans Et, cette et dans cette pourquoi économie. l'ESS en fait? Ok. Bah déjà, merci de m'intégrer dans cette vidéo. Moi, je suis toujours partant pour dire un petit peu comment je suis arrivé un petit peu à travailler dans l'économie sociale et solidaire. Du coup, je m'appelle Paul Roux, je suis chargé d'accompagnement à la création d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc au sein du pôle d'économie solidaire, là où travaille Delphine Lambert. Et je suis arrivé il y a approximativement 3 ans dans cette association. Et donc, du coup, moi, comment je vais vous témoigner de mon engagement? Deux parties. Déjà, pourquoi j'ai eu envie de travailler dans l'économie sociale et solidaire. Et puis, deuxièmement, ce qui m'intéresse dans ce métier-là, ce que ça m'apporte. Et puis, enfin, pourquoi j'ai envie d'y rester. Alors, premièrement, le pourquoi je me suis investi dans ce secteur, c'est premièrement parce il y avait une grande différence. Voilà, moi, j'avais 18 ans, j'étais en école de commerce. Il y avait une grande différence, donc on parle de dissonance cognitive, entre ce qui se passe actuellement dans notre société, et j'aimerais dire dans nos sociétés au sens large, dans tous les pays, et les missions des entreprises que nous orientait l'école de commerce. Voilà, travailler à Orange, travailler à LVMH, ils n'avaient pas des missions d'intérêt général. Donc moi, je me disais, mais pourquoi aller dans ces entreprises-là? Euh, Ensuite, deuxièmement, j'ai quand même eu la chance en école de commerce d'avoir des cours d'entrepreneuriat social. Et ça m'a vraiment montré qu'on pouvait avoir de l'utilité sociale, un impact sur la société, tout en ayant un modèle économique viable. Et puis, c'est le travail collaboratif aussi qui m'a attiré. C'est le multi-acteur, c'est le multi-besoin. Alors, on peut répondre à différents besoins de différentes entreprises pour être des intérêts privés. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est se faire rejoindre tous les besoins des entreprises et on va dire des collectifs du territoire. Voilà. Une structure qui a besoin d'un local et puis de bénéficiaires, bah, il y a peut-être une autre structure qui a des besoins complémentaires. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéressait. Ensuite, le pourquoi je me suis investi là-dedans, j'ai eu la chance aussi d'avoir des expériences bénévoles et puis des expériences en entreprise sociale pendant mon cursus. Donc c'est vraiment en fait la possibilité de découvrir ces métiers-là qui m'ont donné envie aussi d'y aller. Et puis ensuite, donc du coup c'est une expérience que je vais vous raconter très rapidement. Euh, Pendant mon cursus scolaire en école de commerce, je suis parti 8 mois en Afrique du Sud où j'ai bossé dans un incubateur social. Et là, ça m'a vraiment encore plus fait prendre conscience de la nécessité de traiter les questions et les problématiques d'injustice sociale et les problèmes environnementaux dans mon métier. Voilà, moi, quand je suis parti en Afrique du Sud et que je suis revenu, pour moi, c'était impossible de ne pas travailler dans ce genre de métier. Et puis, on me parlait beaucoup d'entrepreneuriat social et j'ai découvert l'économie sociale et solidaire pendant mon mémoire. Donc voilà, on nous proposait pas du tout de cours sur l'économie sociale et solidaire, mais du coup, je l'ai découvert pendant mon mémoire. Donc voilà, c'est un petit peu mon cursus
ce qui se passe un petit peu dans le monde actuel qui m'ont donné envie d'aller dans ces métiers-là. Et puis enfin, vous me dites si je suis trop long, hein, les valeurs, ce qui m'intéresse vraiment dans l'économie sociale et solidaire, forcément, c'est les valeurs, la solidarité, l'équité, la durabilité, la justice sociale. Et c'est qu'en fait, moi, je me lève le matin et c'est un pur plaisir de contribuer à des projets qui ont un impact sur la société et j'aimerais dire un impact direct et positif. C'est surtout le mot positif qui est important. D'autre part, je me lève le matin, je suis très content de travailler pour des intérêts, on va dire, communautaires. J'ai envie de travailler pour la communauté plutôt qu'à des intérêts privés. Voilà, donc ça, c'est un deuxième point. Autre point aussi, c'est le sens au travail. Je vais reprendre cette expression, mais comme je me lève le matin, je suis très motivé et je suis très content de travailler pour répondre justement à ces questions d'injustice sociale, de besoin d'inclusion, de respect de l'environnement. Donc voilà, ça c'est le sens au travail, c'est important aujourd'hui. Les jeunes, on parle beaucoup de ça, et savoir qu'on contribue à la construction d'un monde plus juste et équitable, et ben ça c'est épanouissant et ça favorise le sentiment d'accomplissement personnel. Voilà. Autre point aussi, c'est l'innovation. Voilà, l'économie sociale et solidaire, c'est des modèles économiques qui se réinventent, qui se créent. Donc, on a toujours des nouvelles, voilà, des nouvelles entreprises qui se créent. Et voilà, ça change tout le temps. Donc, c'est motivant et intéressant aussi. Et puis, d'autre part, et c'est le dernier point, les deux derniers points, pardon, c'est d'être en accord avec les valeurs que je porte. Voilà, c'est comment on ne peut pas prendre en compte, on est tous impactés, les infos qu'il y a partout, comment on ne peut pas être impacté par les infos qui nous tombent dessus, et ben prendre en compte ça dans mon emploi, dans ma recherche d'emploi, pour moi, c'était une évidence. Voilà. Comment on peut être impacté par ce qui se passe dans la société sans vouloir y contribuer dans notre travail? Le travail qui représente quand même 60, 80, 70% de notre temps, donc c'est quand même une part importante. Et puis, aussi, pourquoi l'économie sociale et solidaire? Il y a une diversité de secteurs, comme Delphine l'a présenté, de l'agriculture, de l'insertion. Il y a tout un tas de secteurs. Et ça aussi, c'est des perspectives d'emploi. On peut évoluer dans l'économie sociale et solidaire. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Voilà. Merci Paul. Merci à vous. Du coup, Juliette, s'il vous plaît, vous aussi, parlez-nous de pourquoi, quel est votre parcours professionnel et pourquoi l'économie sociale et solidaire? Très bien, donc merci également de me donner la parole aujourd'hui sur ce point. C'est toujours intéressant de partager des expériences, surtout quand on en est plutôt content. Moi, j'ai un parcours totalement différent, hein. J'ai 36 ans. Je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents étaient commerçants, donc j'ai eu l'enfance baignée, on va dire, plutôt dans la partie économique, faire développer du chiffre d'affaires. J'ai fait des études en assurance. Ensuite, j'ai bifurqué sur les ressources humaines et j'ai intégré le monde industriel pour un apprentissage, donc pour réaliser mon master en école de commerce, spécialisation en RH. Donc, suite à ces 3 ans d'apprentissage, j'ai continué dans la même voie et j'ai donc travaillé une dizaine d'années dans le monde industriel, dans les ressources humaines. Donc, j'avais à cœur de travailler vraiment pour les hommes. Et j'ai découvert un milieu qui m'a convenu. J'ai été très heureuse des années que j'ai pu effectuer dans ce milieu. Pour autant, à un moment donné, je pense quand j'ai pris un petit peu d'âge, j'ai eu des enfants, on voit la vie différemment et il me manquait quelque chose. Donc c'était pas évident de savoir quoi. Mais je trouvais que l'humain pour lequel je travaille, mais voilà, les salariés, les êtres qui m'entouraient méritaient parfois mieux que ce qu'on pouvait hem, trouver dans ce milieu économique. En fait, j'ai travaillé pour des grands groupes. Après, j'ai travaillé pour un patron,
pour des personnes riches. En fait, l'humain était un des moyens pour réussir à atteindre ces chiffres d'affaires, des choses qu'on demande parfois, voilà, des cadences de plus en plus fortes pour des salaires qui n'évoluent pas forcément non plus, malgré le fait qu'on soit dans le privé et qu'on puisse avoir une plus de latitude sur les salaires. Donc, à cause de ça et aussi parce que j'étais sensibilisée au secteur médico-social par ma vie personnelle, j'ai décidé de changer de cap. J'ai eu l'opportunité de répondre à une offre de responsable ressources humaines au sein de l'ATAPI de la Nièvre il y a 3 ans. C'était un milieu que je ne connaissais pas, une convention collective que je ne connaissais pas. Quand on est en RH, c'est quand même quelque chose de passer un certain cap. Ça me paraissait assez énorme, tout comme si j'avais rejoint le public. Voilà, c'est des organisations qui sont totalement différentes. Et en fait, je ne regrette pas du tout, puisque ce que je cherchais à améliorer dans mes conditions de travail, dans ma vision du monde, a pu se faire grâce à mon nouvel employeur. Donc aujourd'hui, je travaille dans une association qui s'occupe de personnes en situation de handicap, sur de l'accompagnement à partir de 3 mois jusqu'à la fin de vie. On a également une entreprise adaptée dans laquelle on fait évoluer des personnes avec une reconnaissance travailleur handicapé. On les accompagne tout au long de leur vie. Et on a des travailleurs d'ESAT. On a ouvert un restaurant inclusif sur Nevers pour apprendre de nouveaux métiers à des personnes en situation de handicap. Et tous les matins, je me lève en me disant que je fais quelque chose de bien. Alors moi, je m'occupe des salariés, je ne m'occupe pas des personnes que nous accompagnons, mais pour que nos personnes soient bien accompagnées, il faut que nos salariés soient bien. Donc, c'est le cœur de mes missions, de faire en sorte que ces conditions de travail soient toujours les meilleures possibles. Alors, je ne veux pas vendre du rêve, on reste toujours quand même dans le monde du travail, mais en fait, dans la vie elle-même, c'est pas toujours tout beau, c'est pas toujours tout rose. Mais aujourd'hui, j'ai pas la pression du service logistique ou du service financier ou encore du bureau d'études pour que on arrive au chiffre d'affaires qu'on nous a demandé. Et ça a vraiment totalement changé ma vision des choses. Je me suis vraiment plus rapprochée de mes valeurs. Et la petite anecdote que j'aime raconter parce qu'elle m'a vraiment marquée, c'est que quand je suis arrivée à l'ADAPI de la Nièvre, au bout d'1 mois et demi, j'ai une de mes filles qui est tombée malade, qui a été hospitalisée. Et je suis revenue au bout d'une petite semaine au travail avec la boule au ventre en me disant: «Mais je suis en période d'essai, qu'est-ce qu'on va faire de moi?» J'ai loupé une semaine. Et là, en fait, je suis arrivée, j'avais des cadeaux pour mes enfants, j'avais des mots d'attention pour moi. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, c'est le monde à l'envers». Dans une autre boîte, oui, je pense que la période d'essai aurait pu être mise à mal, et là, pas du tout, et on a continué à me faire confiance. J'ai eu l'opportunité d'avoir une promotion sur un poste de directrice. Je fais partie du comité de direction, et aujourd'hui, c'est une ascension que je n'espérais pas et que je n'aurais pas eu dans le privé. Je pense en tout cas pas aussi rapidement, puisque là, on mise sur les gens, on fait confiance à leur qualité, leurs compétences. Et voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Moi, je ne l'ai pas choisi au début de ma carrière. Je suis contente aussi d'avoir fait ces 10 années ailleurs. Ça me permet d'apprendre. Et aujourd'hui, j'espère en tout cas que je continuerai dans cette voie pour de nombreuses années, et j'espère aussi découvrir encore de nouvelles choses sur l'ESS. Et je conseille en tout cas les personnes qui hésitent à venir faire des stages, à découvrir et à essayer de s'engager pour un avenir meilleur. Alors bien entendu, il faut aussi il faut de tout, puisque il faut bien qu'on puisse acheter des voitures et qu'on puisse avoir des loisirs. Mais voilà, en tout cas, c'est un bon choix, je trouve, que de partir dans cette voie-là. Merci beaucoup Juliette, pour ce témoignage. Je comprends pas du coup que les gens qui, à travers les différents secteurs qu'on a présentés, ne se disent pas: «Tiens, je vais aller dans une entreprise de l'ESS». Donc, dans le chat, mesdames, il y a des questions. Mais c'est plus, sur, les désengagements régionaux,
Il y avait financièrement, bien sûr. Il y a Astrid qui disait qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait un désengagement de la région. Qu'en est-il en BFC? Ah, il n'y a pas de micro. Eh bien, pour l'instant, on n'a pas énormément de réponses de nos partenaires. La région va commencer à voter son budget le 21 mars, mais en tout cas, on est pas mal de structures à être rassurées de l'ESS qu'il n'y aura pas un désengagement aussi fort que dans d'autres régions, comme les Pays de la Loire ou l'Ora, effectivement. Après, c'est des choix politiques aussi sur, comme vous le disiez, c'est une façon de travailler autrement et d'envisager le travail autrement. Ben, pas de questions spécialement. Je pense que vous avez été toutes les deux super claires sur ce que c'est que le SS. C'est quand même donc un secteur rempli de valeurs. On n'y va pas par hasard non plus. Donc, Et surtout, si vous avez besoin d'infos, hein, n'hésitez pas à aller sur nos différents sites, hein, la Fabrique Emploi Territoire de la Nièvre, le pôle d'économie solidaire 21 et aussi la CRES, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire de BFC. Je viens de voir une question, mais je n'ai pas eu le temps de la lire. où où peut-on trouver des emplois? Bah, tous les secteurs recrutent, hein, en ce moment, c'est un peu pareil. Enfin, tous les secteurs ont des besoins. Après, les offres sont publiées sur les sites classiques, hein, que sont France Travail, Indeed, pour les cadres, l'APEC. Il y a Monsieur Guillou qui a une question. Ouais. Plutôt un complément de réponse. Vous pouvez aussi les trouver effectivement, je veux que Paul l'a mis, Oui. sur le site de l'UDES. Et vous pouvez trouver aussi, maintenant, on développe, nous, un annuaire des entreprises de la cohésion sociale, sur laquelle vous pouvez aussi trouver pas mal d'adresses. Voilà. Et petit complément là sur des gens qui voudraient découvrir, nous, on a développé un réseau d'ambassadeurs des métiers de la cohésion sociale sur Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est des personnes qui sont en capacité de vous accueillir in situ. Et ce n'est pas du tout pour venir parler du métier, mais juste pour là vous accueillir in situ dans leur quotidien pour découvrir le métier. Et Ok, la CRES aussi, hein, publie des offres d'emploi très régulièrement. d'accord. Il y en a beaucoup ou c'est à la marge? Question comme ça, naïve. Bah, je pense qu'il y en a tout autant que dans le secteur classique, hein. Là, j'ai vu que Juliette avait partagé justement les offres d'emploi de l'ADAPI de la Nièvre, et c'est vrai que nous, régulièrement, étant une maison de l'emploi et de la formation, on voit des offres d'emploi de la Ligue de l'enseignement, de l'ADAPI, enfin voilà, vu qu'il y a des structures qui recouvrent en fait tout un panel de métiers, il y a des offres d'emploi très, très régulièrement, et voilà, si vous êtes intéressé, il suffit de vous tenir informé sur LinkedIn, sur les différents sites dédiés, et vous trouverez. Et comme le disait Monsieur Guillou d'Uniformation, l'UDES, qui est notre syndicat employeur de l'économie sociale et solidaire, publie aussi sur leur site très régulièrement des offres d'emploi. Donc UDES. Ben, merci beaucoup à tous, les quatre, et Patrice, pour le complément. Donc, je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. Pour rappel, avant de finir, on a lancé des open badges, je le fais en conclusion, sur nos essentiels. Et si vous participez à deux webinaires secteur métier, vous avez la possibilité de demander votre open badge. Et si j'arrivais à copier le lien, bon, je vous mettrai le lien un jour, peut-être. Vous avez la possibilité de le demander. Donc, pour les gens qui sont des aficionados des webinaires secteur métier, n'hésitez pas à le demander via ce lien-là. Et si vous avez des questions sur les open badges, je suis Caroline Perrin et je peux répondre à toutes vos questions. Ça peut être un outil très intéressant même dans l'économie sociale et solidaire de badger les compétences, par exemple. Donc merci à toutes et tous. Et le mois prochain, on se retrouve avec un webinaire sur le tourisme, les métiers du tourisme qu'on va aborder par l'angle du fluvial pour découvrir aussi le métier de conseiller en office du tourisme et pas que.
Donc, merci encore et bonne journée à toutes et tous. Et surtout, bon appétit. Au Merci, revoir. Merci au revoir. beaucoup. Merci beaucoup. Au Et revoir. merci aux témoins. Ah ouais, super, merci Paul et Juliette. Avec plaisir, franchement. Ah non, vraiment, ça donne envie. C'était le but. Merci beaucoup, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.